I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民 बॉलीवुड 达 स्टार्स 姆家 की कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं. Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée ce matin par Perret Legras et mise en onde par Jacques Hubert. Le 14 et 15 octobre prochain, dans 2 jours, donc, Deauville accueille le Women's Forum, dont France Culture est partenaire. À cette occasion, eh bien, Culture Monde se consacre cette semaine aux droits des femmes, à l'accès toujours semé d'embûches à l'éducation, au plafond de verre professionnel auquel elle se heurte toujours. En témoignent les inégalités salariales toujours persistantes. Mais ce matin, quels sont, disons, les nouveaux visages du féminisme, les métamorphoses, les conflits aussi entre les idées, les figures pour les incarner? Direction ce matin les États-Unis où le black feminism a une nouvelle égérie qui ne fait peut-être pas l'unanimité. De l'imam Amina Wadoud à Beyoncé, décloisonner le féminisme. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. I see a part of Beyoncé that is in fact anti-feminist. Je vois une partie de Beyoncé comme anti-féministe. C'est une terroriste, et spécialement à cause de l'impact qu'elle a sur les jeunes filles. Une grande partie de l'antiféminisme est produite par les entreprises de l'image, dans ce qu'elles donnent à voir. Laissons à Beyoncé sa propre sexualité. Elle peut se battre pour l'égalité des salaires et l'indépendance des femmes, mais elle peut aussi, en tant qu'individu, exprimer sa sexualité. D'ailleurs, en libérant le corps féminin noir, son travail est une provocation. Assez logiquement, énormément de personnes vont regarder cette vidéo et se dire que ça ne vaut absolument rien. Je veux dire, elle passe l'essentiel du clip à remuer ses fesses. Il est assez naturel de se demander pourquoi cela serait tellement nécessaire. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Féministe, projeté en lettres magistrales sur écran géant qui tout à coup transperce l'obscurité d'une salle pleine à craquer. C'était au MTV Music Awards l'année dernière, en 2014, grand-messe de la musique grand public mondialement suivie. Et ce mot, donc féministe, qui enflamme la foule. Elle l'avait déjà affirmé, mais là, l'icône de la culture pop persistait et signait. Beyoncé est féministe et elle veut que le monde entier le sache. Et ses paroles ont été exaucées, la presse s'en est donnée à cœur joie. L'image est devenue virale sur les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes de télé. Beyoncé féministe, ça on a fait sourire certains, on a scandalisé d'autres. Comment Beyoncé pourrait-elle être féministe, prétendre qu'elle se bat pour le droit des femmes, pour le droit de se trémousser en petite tenue? Et pourtant, pourquoi pas? Ne donne-t-on pas là à voir au monde d'autres corps, d'autres féminités, assumer, revendiquer, plus encore? La chanteuse afro-américaine ne s'inscrirait-elle pas dans les luttes des mouvements féministes noirs, le black feminism, qui dès les années 1970 dénonçait l'hégémonie d'un féminisme blanc bourgeois dans lequel elle ne se reconnaissait pas, subissant alors une double punition, celle d'être femme et celle d'être noire. On va s'intéresser ce matin au black feminism et au-delà au féminisme, à l'épreuve du multiculturalisme, à l'épreuve des religions, comment défendre les femmes, quelle que soit leur classe, leur couleur de peau, leur histoire, leur culture, leur foi pour s'émanciper. Y a-t-il un bon et un mauvais féminisme? Ce sont les questions qui vont nous préoccuper ce matin. Nous allons retrouver une figure du mouvement féministe français tout à l'heure. Christine Delphi sera avec nous par téléphone, avec qui nous nous intéresserons à cette capacité du féminisme français à intégrer ou pas des féminismes, disons, venus d'ailleurs. Nous reviendrons notamment sur la question du voile qui divise encore les différents courants féministes. Et puis on s'intéressera au féminisme islamique, une association de termes qui suscite tantôt l'incrédulité, tantôt carrément la méfiance. Mais jusqu'où peut aller cette promesse d'émancipation? Les deux dynamiques sont-elles conciliables? On posera tout à l'heure la question à Malika Hamidi. Mais pour évoquer cette question ce matin du décloisonnement du féminisme, ou plutôt des féminismes, nous avons invité une philosophe, c'est Elsa Dorlin. Bonjour Elsa Dorlin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de philosophie politique et sociale au département de sciences politiques de l'université Paris 8. Et puis vous êtes entre autres l'auteur de ce recueil de textes, Black Feminism, anthologie du féminisme afro-américain 1975-2000, qui était paru chez l'Harmattan. Peut-être d'abord un mot pour commencer, même plusieurs, parce que ça dit beaucoup de choses finalement cette affaire Elsa Dorlin. Cette fameuse chanteuse que beaucoup connaissent, Beyoncé, mais on pourrait dire aussi la même chose d'une autre chanteuse peut-être moins connue qui s'appelle
s'appelle Nicki Minaj, qui se revendiquent aux États-Unis comme féministes. Elles ont été très attaquées récemment, notamment aux États-Unis, là on l'entendait, mais aussi en France, notamment par l'actrice et chanteuse Lou Doyon, qui s'était déclarée scandalisée par la forme de féminisme, disons, de ces chanteuses. Ce qui leur est reproché, c'est de montrer, disons, une image dégradante dans les clips, dans les concerts où elles usent, disons, de poses lascives et autres pas de danse un peu équivoques, et dans le même temps, tenir justement des discours sur le droit des femmes. Quel regard vous portez, Elsa Dorlin, sur ces polémiques? Qu'est-ce qu'elles vous semblent révéler, selon vous, des fractures qui existent justement à l'intérieur, j'allais dire, des mouvements féministes? Elsa Dorlin, pardon. Oui, exactement. C'est vraiment, ça montre bien qu'il y a des féminismes et dans le cas de Beyoncé, de sa revendication de féministe, il faut d'emblée dire qu'elle s'inscrit quand même dans une tradition justement du féminisme africain-américain qui a toujours travaillé à essayer de lutter contre le stéréotype de la femme noire comme une femme hyper sexualisée, hyper lascive. Et lutter contre un tel stéréotype, c'est pas forcément justement rentrer dans une forme de pudibonderie qui est plutôt assimilée à la société blanche américaine, WASP, mais c'est au contraire d'assumer complètement ce stéréotype de la femme noire lascive, hyper sexuelle, et de s'approprier ce stéréotype et donc de l'incarner pleinement pour essayer de développer une image de la femme noire qui soit une image forte, une image de puissance d'agir. Et on voit bien dans l'extrait d'ailleurs que vous avez passé qu'il est aussi question de gros sous, puisque derrière il y a aussi l'idée d'une revendication d'égalité économique au sein de l'industrie musicale américaine. Donc je pense que là on est à la fois dans une généalogie du féminisme noir sans conteste, et en même temps évidemment on pourrait critiquer et mettre une critique non pas sur la question de la sexuelle, de la sexualité, parce que là je pense qu'on passe à côté, mais plutôt sur la question du capitalisme, de l'alliance entre capitalisme et féminisme. Est-ce qu'il s'agit d'une opposition aussi peut-être États-Unis-Europe? Lou Doyon, je le disais, avait notamment affirmé que sa grand-mère ne s'était pas battue pour que les femmes aient le droit de porter un string, je la cite, ce à quoi Rokhaya Diallo, qui est journaliste, qui est écrivain, qui est une militante féministe, notamment de l'association Mixité, avait répondu que si, justement. Finalement, elle disait, voilà, les générations précédentes se sont battues précisément, et c'est elle qui le disait, pour que les femmes puissent disposer librement de leur corps, disait-elle. Donc en fait, c'est pas une fracture États-Unis-Europe, c'est vraiment une fracture au sein des féministes de part et d'autre de l'Atlantique. Exactement. Oui et non, je dirais, parce que vous avez complètement raison, mais c'est déjà, je pense que c'est plus loin même que la réappropriation de son corps, c'est la réappropriation disons l'idée que la sexualité fait partie intégrante de l'expérience féminine et de l'expérience féministe, et qu'elle doit se vivre en son nom propre. Donc je pense que plus encore que le corps, c'est vraiment une question de désir, de sexualité, de se réapproprier en fait cette puissance subversive, cette puissance sexuelle du corps noir. Et la deuxième chose, et donc évidemment du corps féminin d'ailleurs, et qui plus est quand il s'agit d'un corps noir, parce que, et là c'est pour ça qu'il y a une spécificité des sociétés post-esclavagistes, et en ce sens ça concerne également la France, traditionnellement, au moins depuis le XVIIIe siècle, les femmes noires, les femmes racisées, les femmes descendantes, les femmes colonisées ont toujours été stigmatisées comme des êtres sexuels, parce que ça rendait licite les violences sur leur corps, et que ça permettait aussi de construire une image de la femme pure, maternelle, morale, qui était la femme blanche. On va revenir évidemment sur le Black Feminism et puis son histoire pour comprendre un peu tout ça, mais vous parliez de revendication de la sexualité. Susan Sontag est une essayiste, romancière, militante américaine. Elle s'était fait connaître il y a une cinquantaine d'années, quasiment 64, dans cet essai qu'elle avait intitulé Nuts on Camp, qui avait beaucoup marqué. Ce qu'elle appelait, elle, Kem, c'est quelque chose de l'ordre de la farce, de l'exagération, parfois même du mauvais goût, qui serait avant tout, disons, une attitude esthétique derrière laquelle il y aurait une certaine jouissance, disons, d'en faire trop. Finalement, ces personnages, que ce soit Beyoncé, que ce soit Nicki Minaj, elle serait le Kem qu'on retrouve chez Sontag, c'est-à-dire on performe la féminité, on la met en avant, on met en avant tous ces codes, tous ces clichés de cette femme, disons, objet hypersexuel pour précisément déconstruire tout ça, pour dénoncer tout ça aussi. On peut le voir comme ça. Oui, parce que et là on rejoint, je pense, deux références. D'une part aussi, évidemment, Judith Butler sur la question de la performance et de la performativité du genre, c'est-à-dire que ce que donne à penser Beyoncé aussi dans son excès, dans cette revendication qui pose question, c'est vraiment l'idée aussi du
genre et de la sexualité comme performance, et y compris comme performance qui, en l'occurrence, a à voir avec l'industrie du disque et en tout cas le capitalisme. Enfin, rendre désirable, mais encore une fois, non pas en étant objet de ce désir, mais aussi en le contrôlant, en l'incarnant. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années, et ça concerne la France, c'était assez intéressant, mais il y a eu une polémique exactement à peu près les mêmes termes qui concernaient Madonna et qui avait suscité justement vraiment une opposition, notamment de la part de tout un courant du féminisme français et du féminisme matérialiste. Notamment, je pense à un texte de Nicole Claude Mathieu qui était contre Madonna et contre cette idée en fait que voilà, cette mise en scène décomplexée du corps, de la sexualité, etc. Ce n'était une sorte de pseudo-féminisme. Alors pour comprendre ce qu'il y a derrière, disons, le féminisme à la sauce Beyoncé ou à la sauce Nicki Minaj, petit extrait choisi. Dans son titre Flawless, Nicki Minaj, elle dit la chose suivante: la reine du rap qui tue avec Queen Bee, qui est le surnom de Beyoncé. Si t'es pas dans notre équipe, tu joues pour les perdants parce que nous sommes les leaders et qu'on paie pour nos sœurs. Autre titre, Monster, tu peux rester le roi mais laisse la reine conquérir. Comment comprendre, disons, le féminisme défendu par Beyoncé ou Nicki Minaj dans leurs chansons, dans leurs clips? Est-ce qu'il faut pas y voir au fond une forme de lutte où finalement le salut passe par l'individu? Il est moins question finalement de changer le système que de donner au groupe d'individus la capacité de changer les choses. On leur donne les éléments pour réaliser leur propre émancipation. C'est ce que les Américains appellent l'empowerment. Est-ce que c'est pas ça le féminisme de Beyoncé? Oui, mais alors en même temps, c'est très américain. Oui, mais ça supposerait qu'on en demande beaucoup au féminisme, ce qu'on ne demanderait pas à d'autres mouvements, par exemple, ou à d'autres figures, ou à d'autres revendications qui peuvent aussi être dans cette perspective-là. Il faudrait que le féminisme soit à la fois, acceptable, qu'il soit collectif, qu'il soit toujours moral, qu'il soit toujours éthique, etc. C'est lui en demander beaucoup, d'autant plus que ça, je pense que c'est une des histoires féministes contemporaines. Oui, c'est Beyoncé. Mais en fait, il faut la mettre en écho avec d'autres revendications, et là peut-être aussi avec une histoire du rap nord-américain, avec une histoire aussi des femmes dans la culture hip-hop. Et c'est vrai que la rupture avec Beyoncé, elle se place plutôt ici en fait. Beyoncé a décidé d'investir une certaine industrie du disque, une certaine culture hip-hop, et en tout cas soul, etc. Et que dans cette perspective-là, il y a à voir avec des figures, des destins particuliers, des destins exceptionnels qui ont valeur d'exemple. Mais est-ce que le problème, c'est pas aussi que finalement, elle a conquis la classe populaire en général? Bell Hooks, écrivaine, sociologue américaine, qui s'intéresse essayiste, qui s'intéresse aux liens entre race, classe et genre, qui est très connue aux États-Unis. Elle avait affirmé l'année dernière, justement, après cette polémique, je vois une partie de Beyoncé qui est vraiment anti-féministe, qui est une terroriste. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure, spécialement dans la façon dont elle influence les jeunes filles. Poursuivant, elle participe à sa construction en tant qu'esclave. Est-ce que le problème dans tout ça, c'est peut-être pas que ça révèle aussi une certaine faiblesse d'un certain féminisme? Finalement, les voix qu'on entend, c'est d'abord celles de Beyoncé, et c'est moins précisément celles des féministes, disons des intellectuels comme Bell Hooks. Bell Hooks, c'est une essayiste intellectuelle, grande militante, hein, donc c'est pas. Sauf que Bell Hooks occupe une place théorique, historique, politique, où effectivement il y a aussi une dimension qui est très claire d'articulation du féminisme contre, des luttes antiracistes et des luttes anticapitalistes. Donc, mais c'est une position, et c'est à l'articulation de ces luttes que Bell Hooks a toujours pensé. Et aussi parce que Bell Hooks, au fond, a également toujours essayé de déconstruire en fait cette image de la femme noire comme figure hypersexuelle, y compris pour ce que ça projette comme représentation idéale de la femme noire pour les jeunes femmes noires. Et elle pense effectivement qu'il y a une dimension qui est complètement annihilante d'avoir de tels modèles, et qu'il faut des modèles beaucoup plus détachés en fait des questions de sexualité, d'esthétisme et de culture. Mais quel écho Bell Hooks a auprès de l'opinion américaine? Évidemment, bien sûr qu'elle est très importante dans le monde universitaire, elle fait des conférences très régulièrement, on l'entend beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute? Est-ce que l'opinion américaine est attentive à ce que Bell Hooks dit?
C'est compliqué de répondre à cette question. Sont des figures du mouvement pour les droits civiques. C'est une figure du mouvement féministe africain-américain. Donc, enfin voilà. Après, l'audience qu'elle peut avoir, j'ai pas d'éléments, intéressants, là-dessus. Ou en tout cas, je peux pas essayer de le mesurer. Mais je pense que c'est à mon sens, c'est la question qui pourrait être posée autrement. C'est à quelles conditions, est-ce que le courant du féminisme, est-ce que cette partie du féminisme qui essaye de coaliser les luttes et d'être à la fois sur des questions de classe, de couleur, de race, anti-nationaliste et d'émancipation des femmes, de libération sexuelle des femmes, est-ce que un féminisme qui est capable d'articuler toutes ces luttes est aujourd'hui le féminisme dominant ou mainstream? Absolument pas, évidemment. Vous êtes auteur, Elsa Dorlin, de ce livre, Black Feminism. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Black Feminism? Parce que je crois qu'il y a un problème de traduction d'abord, qu'il faudrait peut-être lever. Oui, mais justement, moi j'avais choisi de ne pas traduire Black Feminism parce que on peut le traduire par, en tout cas l'anthologie que j'avais constituée, elle est faite de textes principalement, quasi essentiellement de textes de figures intellectuelles militantes, théoriques du féminisme africain-américain, même s'il y a également un texte de Hazel Carby qui est anglaise, mais le féminisme noir, c'est au-delà du féminisme historique africain-américain. Ça a été pensé par les militantes, par les intellectuels de ce mouvement, y compris, d'ailleurs, il y a Bell Hooks, Audre Lorde aussi qui est caribéenne. Ça a été pensé d'abord comme un courant politique qui a pour commun l'idée que l'expérience de l'esclavage, l'expérience traumatique de l'esclavage transatlantique a constitué des sujets politiques et a créé des expériences de la domination à la fois du racisme et du sexisme, qui est une expérience singulière et qui donc fait penser autrement le monde et élabore un autre agenda que l'agenda du féminisme justement mainstream ou du féminisme en tout cas tel qu'on l'entend majoritairement et qui c'est vrai est porté par des femmes blanches ou plus exactement des femmes qui ne subissent pas qui ne connaissent pas l'expérience du racisme. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet de montrer que on ne peut pas considérer que l'expérience de la domination, l'expérience du sexisme est une expérience qui est la même pour toutes les femmes. Le Black Feminism, donc vous dites un courant de pensée, c'est ce que vous écrivez dans votre introduction, un courant de pensée politique qui, au sein du féminisme, a défini la domination au genre sans jamais l'isoler des autres rapports de classe et qui pouvait comprendre dans les années 70 des féministes chicanas, native américaines, sino-américaines ou du tiers-monde. Exactement. À quand on remonte les racines? Si on remonte encore, évidemment, les années 60-70, mais si on remonte encore, où est-ce qu'on peut aller chercher les traces de cette forme de lutte? Vous dites qu'en 1866, il y a une association qui est créée pour l'égalité des droits, qui lutte à la fois pour le droit de vote des Noirs et le droit pour les femmes, le droit de vote pour les femmes. Exactement. C'est pas là déjà? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, dans toute, dans l'histoire du mouvement féminisme africain-américain, pas la naissance, mais en tout cas l'acmé, le point au 19e siècle, c'est évidemment cette période de la guerre de sécession et de l'ensemble des engagements pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et à l'occasion de ces revendications vont se trouver à la fois des femmes anciennes esclaves ou filles d'esclaves qui vont se mobiliser pour l'abolition de l'esclavage, et en même temps vont se rencontrer des femmes blanches qui, plutôt dans une perspective philanthropique, vont se retrouver à promouvoir en tout cas des idées abolitionnistes, à lutter contre la dimension barbare de l'esclavage, et qui vont se rencontrer là, se politiser et commencer à élaborer l'idée qu'il faut aussi qu'elles revendiquent des droits pour elles-mêmes. Mais on va avoir une sorte de configuration extrêmement singulière, mais paradigmatique ensuite de tout ce que va devenir le féminisme contemporain. C'est l'idée que ces femmes blanches vont dire on peut pas donner le droit de vote aux esclaves
avant de donner le droit de vote aux femmes, c'est-à-dire aux femmes blanches. C'est-à-dire on ne peut pas octroyer le droit de vote à ce qui était alors considéré pour elles comme des représentants d'une race inférieure par rapport à ce que elle considérait comme fondamental, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait donner des droits aux épouses, aux mères et aux filles des citoyens blancs. Vous écrivez, les grandes associations féministes se déchirent et se scindent sur la question perverse de la prééminence légitime, entre guillemets, des femmes et épouses blanches sur les noirs, et par conséquent sur les femmes noires. Le divorce, il est quasiment immédiat dans les courants féministes américains. Le divorce est immédiat, il y aura quand même des solidarités qui vont perdurer, évidemment. C'est-à-dire, il faut pas non plus imaginer que la scission, elle est absolue. Je pense notamment à des campagnes fondamentales contre le lynchage dans les États sudistes, et notamment par une très très grande représentante militante africaine-américaine féministe qui s'appelle Ida Wells, et qui a lancé une grande campagne contre le lynchage des hommes noirs dans les États du Sud, qui a été vraiment une des violences les plus atroces du système ségrégationniste. Et il y a eu des solidarités des militantes blanches sur ces campagnes anti-lynchage. Mais majoritairement, c'est vrai que le mouvement féministe nord-américain s'est complètement scindé sur cette question de la prééminence des droits des femmes, c'est-à-dire blanches, ou des droits des noirs, c'est-à-dire les hommes. Et dans cette configuration-là, les femmes noires, les femmes africaines-américaines sont devenues complètement fantomatiques. Et donc ça a été vraiment une révolution politique et même une quasiment épistémologique que de pouvoir parler à un moment donné avec un nous, les femmes noires, parce que ce nous, il était rendu complètement impossible, inaudible, voire inintelligible. La révolution, la rupture, elle a eu lieu notamment en 69 avec un texte fondateur, vous dites, rédigé par Mary Ann Weathers. On parle d'oppressions multiples qui s'ajoutent les unes aux autres. Là, il y a une vraie rupture. Oui, parce que d'ailleurs, c'est plus que les oppressions multiples qui s'ajoutent les unes aux autres, c'est-à-dire on subit certaines femmes, toutes les femmes subissent le sexisme, certaines femmes subissent le sexisme et le racisme, certaines femmes subissent le sexisme, le racisme et les antagonismes de classe, etc. Enfin, on pourrait faire allonger la liste comme ça à l'infini. En fait, c'est pas exactement ça. Cette pensée-là de la mécanique du pouvoir est une pensée très arithmétique, et relativement simpliste. En fait, dès le départ, dans les années 60 et 70, on a déjà l'évocation d'une domination qui a un mécanisme complexe et qui où les rapports de pouvoir ne s'ajoutent pas les uns les autres, mais s'imbriquent les uns les autres, voire se génèrent les uns les autres, en fait, puisque on a aussi l'idée selon laquelle des représentations sexistes accompagnent toujours, en fait, des rhétoriques racistes et inversement. Vous dites dans votre texte toujours, Elsa Dorlin, une véritable révolution politique et théorique pour l'ensemble des féminismes nord-américains et, dans une moindre mesure, européens. C'est vrai que force est de constater qu'il n'y a pas de féminisme noir en France. Comment l'expliquer ? Alors, ça c'est en tout cas, on peut pas, il y a pas eu. Enfin, déjà, il y a une chose qui est très intéressante. Je pense toujours à cette phrase, ce qui est le titre d'un livre de Paul Gilroy, et qui dit il n'y a pas d'esclaves dans l'Union, la Grande-Bretagne, il n'y a pas d'esclaves en fait. L'Europe ou la France, par exemple, est complètement amnésique de cette idée qu'elle est une société post-esclavagiste. Et qu'à ce titre, la question du féminisme noir est évidemment une question qui est brûlante. Donc il y a évidemment eu des mobilisations féministes en France, mais je pense notamment à des grandes figures du féminisme martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais. Donc il y a eu beaucoup de mouvements féministes. En métropole également, dans les années 70, il y a eu des associations de femmes noires, il y a eu une théorisation de la spécificité de l'expérience du sexisme que faisaient les femmes noires et de cette violence-là. Mais on n'a pas, si vous voulez, de mouvement comparable qui s'est identifié comme tel et qui a fédéré à ce point comme on a aux États-Unis. C'est ça. Donc c'est pas de dire il n'y a pas de féminisme noir en France, c'est qu'il n'y a pas eu, si vous voulez,
et pour des raisons... La même revendication. C'est pas la même revendication. Je pense que c'est des raisons aussi qui sont socio-historiques. C'est-à-dire que la question, la spécificité aussi d'une société comme les États-Unis, c'est que l'esclavage s'est déroulé sur le sol même. Alors que l'idée d'une sorte de délocalisation de l'expérience coloniale en France a fait que la France a pu se penser comme une république égalitaire, etc., en oubliant complètement son identité impériale, et que de ce point de vue-là, y compris pour les militantes féministes, il était presque d'un point de vue intelligible, compliqué d'investir politiquement cette idée qu'il pouvait et il peut avoir un féminisme noir en France. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui, depuis ces 15 dernières années, change complètement. A beaucoup changé, oui. En revanche, du côté de la Grande-Bretagne, ça a pris, j'allais dire. Ça a mieux pris. Ça a mieux pris. Certainement. Pourquoi ? Je pense que pour des questions aussi de culture politique et de langue, de traduction aussi, si vous voulez, la traduction théorique et politique d'un certain nombre de catégories, de concepts et de modes de subjectivation politique entre les États-Unis et l'Angleterre. Je crois qu'il y a une sorte d'écho qui est très fort, même s'il y a une spécificité de l'Angleterre. Et puis peut-être aussi pour des questions là d'histoire intellectuelle. Je pense notamment que l'influence d'un certain marxisme en Grande-Bretagne a aussi permis de développer en fait bien plus tôt et de façon bien plus complexe cette idée de l'articulation d'un rapport de classe, du patriarcat et du colonialisme et du postcolonialisme qui n'a pas été le cas en France. Je propose d'écouter un petit extrait, Elsa Dorlin. C'est Patricia Arquette, l'actrice américaine. Elle est aux Oscars cette année, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Boyhood. Écoutez. Thank you to the Academy, to my beautiful, powerful nominees. Merci à l'Académie des Oscars et aux autres nommées belles et fortes, à mes héros bénévoles ou experts qui m'ont aidé, à toutes les femmes qui ont donné naissance, à tous les contribuables et à tous les citoyens de ce pays. Nous nous battons pour l'égalité des droits de chacun et il est temps pour nous, les femmes, d'obtenir l'égalité des salaires et des droits aux États-Unis. Patricia Arquette, donc, cette année, lors de la cérémonie de remise des prix aux Oscars. Est-ce qu'on peut y voir là, Elsa Dorlin, une sorte de dépassement d'un certain féminisme, peut-être black feminism, mais au fond d'un retour d'un féminisme plus traditionnel qui porterait des revendications sur l'égalité des salaires, contre le sexisme, des choses plus générales qui finalement s'extirperaient des considérations raciales et religieuses, ou est-ce que c'est tout à fait erroné? Non, mais je pense que cette façon, en tout cas, je poserais vraiment différemment les termes de la question. J'entends, je vois l'enjeu que vous soulevez, mais d'une part, en tout cas, en ce qui concerne le féminisme africain-américain, caribéen, toutes ces traditions du féminisme noir ont toujours posé la question économique de l'exploitation crasse des femmes racisées. Donc s'il y a bien un courant du féminisme qui a été particulièrement attentif à cette question du rapport de classe, c'est justement les féminismes qui se sont construits à l'intérieur d'une expérience du racisme. Et une des mobilisations, rappelez-vous, pendant l'affaire DSK, ça a été justement à un moment donné de voir des manifestations, entre guillemets, de femmes de chambre noires, africaines-américaines, et qui protestaient non seulement contre la violence sexiste qu'elles subissaient au quotidien, mais aussi par rapport à leur exploitation économique. Donc cette question, elle est fondamentale. Après, ce qu'on entend de cette actrice, etc., c'est surtout ce qui change, c'est l'audience. Mais vous voyez bien que la condition de possibilité pour accéder à cette audience mondiale, cérémonie des Oscars, et de revendiquer une égalité de salaire, c'est précisément une actrice blanche qui l'apporte. Et cette idée, je pense que ce que ça dit d'intéressant, c'est que justement il n'y a pas il y a aussi toujours comme ligne de fond cette idée que le féminisme ne peut pas se passer d'une politisation des rapports économiques et des conditions matérielles d'exploitation des femmes. France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur les questions devenir femme et après, c'est le titre de notre série toute cette semaine. D'Amida Wadoud à Beyoncé, décloisonner le féminisme, c'est notre sujet ce matin avec Elsa Dorlin. On va s'intéresser à présent à la France, une fois n'est pas coutume. On va revenir peut-être sur cette loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public il y a tout juste 5 ans, c'était le 11 octobre 2010. Donc on vient de fêter de l'anniversaire. À l'époque, bien sûr, ça avait créé beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions, beaucoup de voix discordantes sur ce sujet. D'abord, le voile intégral, non. Et en plus, je suis pas tout à fait persuadé, je suis même persuadé tout à fait du contraire, que ce soit véritablement un élément de libération de la femme. Bon. Deuxièmement, le voile, le foulard, qui est une autre chose. Je ne vois pas qu'il soit tout à fait nécessaire de légiférer dans ce domaine-là. C'est pas le voile qui est en cause. C'est le fait d'avoir le visage intégralement dissimulé. Parce que du coup, il n'y a plus d'identité. Et pour moi, le problème, il est là. Parce que, au-delà de votre personne, il y a en réalité une double difficulté. Le premier, c'est la question du respect des femmes. Et la seconde, c'est la question de la sécurité. Si on pense que le port d'un signe religieux, en l'occurrence un voile qui est plus qu'un signe religieux, n'a pas sa place à l'école, je le dis, c'est pas une circulaire, ça suffira pas. C'est pas un décret, ça aurait peut-être été la solution. C'est pas une charte, même si, à mon avis, la charte de la laïcité doit couvrir l'ensemble de l'espace public, c'est une loi. Eh bien, faisons la loi, et n'en parlons plus. Voilà, vous aurez reconnu bien sûr François Hollande, mais avant Jean-François Copé et encore avant Alain Juppé. N'en parlons plus ici, parlons-en encore. L'occasion peut-être de faire un bilan de tout ça. Selon l'Observatoire de la laïcité, entre 300 et 400 contrôles sont effectués chaque année, avec une petite augmentation ces dernières années. D'après le ministère de l'Intérieur, 1623 contrôles ont été effectués par des policiers ou par des gendarmes entre avril 2011 et le 1er septembre 2015. En 2011, ce sont 234 personnes qui ont été verbalisées. En tout, 1536 personnes, avec à la clé parfois une amende de 150 €, parfois l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Bonjour Christine Delphi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS. Vous êtes l'une des cofondatrices des nouvelles questions féministes avec Simone de Beauvoir. Alors, Christine Delphi, au cœur de l'été, vous avez publié une tribune dans le quotidien britannique The Guardian, dans laquelle vous accusez un certain courant féministe d'avoir apporté son soutien à l'interdiction du port ostentatoire de signes religieux à l'école, et puis généralement cette réticence à l'égard du port du voile dans l'espace public. Vous affirmiez qu'au fond, la laïcité était utilisée là comme un argument contre les musulmans. Pourquoi, selon vous, cette loi était d'abord et avant tout une attaque envers la communauté musulmane et peut-être moins le désir de la soustraire justement à ce que certains voient comme un instrument d'oppression? Christine Delphi. Pardon, vous avez dit une volonté de soustraire la communauté musulmane à un instrument d'oppression. Ah, d'accord. Donc, écoutez, je suis contente de voir que la France continue dans sa grande tradition de libération des peuples par la colonisation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les musulmans n'ont pas demandé à être délivrés d'une oppression particulière. Juste pour que ça soit clair, Christine Delphi, je ne me positionnais pas personnellement. J'ai le sentiment que c'est ce que j'entends dans votre réponse. Je ne me positionne pas. C'est simplement effectivement la nature du débat qu'il y avait eu à l'époque. Et vous avez une position assez claire sur ce point. C'est pour ça que je souhaitais vous entendre. Écoutez, en général, je pense que les gens, les groupes concernés, s'ils ont envie de se libérer de quelque chose, ils le font. Ils n'ont pas besoin que l'État les libère. C'est absolument absurde. Mais par ailleurs, je rappellerai aux auditeurs et aux auditrices que l'argument de la laïcité est quelque chose d'extrêmement bizarre. D'une part, la laïcité n'a jamais été liée au féminisme jusqu'en 2004. Jamais. Je n'ai jamais vu le mot de laïcité dans des tracts féministes ou dans des articles féministes. Deuxièmement, la laïcité qu'on nous sert maintenant depuis des avants, mais surtout depuis le passage de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port du foulard islamique aux élèves des écoles, aux collégiennes et aux lycéennes, cette notion de la laïcité est absolument fausse. Et ce qui m'étonne, c'est que personne parmi nos politiques, ou les nombreux maires, les nombreux partisans de cette interdiction et de celles qui ont suivi, et de toutes celles qui continuent à suivre, ne remarquent deux choses. D'une part,
il suffit de regarder la loi de 1905, et en particulier ces 2 premiers articles. La laïcité, de 1905, c'est d'abord une loi d'apaisement. D'apaisement, c'est-à-dire d'apaisement et de démocratie, qui dit grosso modo, il n'y a plus de religion d'État. L'État ne reconnaît aucune religion. L'État permet toutes les religions, toutes les opinions. C'est-à-dire que les opinions religieuses, donc, peuvent être manifestées partout, en privé comme en public. C'est ce qui est repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est ce qui est repris dans l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains, qu'on appelle en France, et ça c'est encore une particularité française, les droits de l'homme, alors que partout ailleurs, dans toutes les autres langues, il s'agit des droits humains. La liberté de manifester ses opinions, y compris évidemment les opinions religieuses, en privé et en public, est assurée par cette Convention européenne. Alors vous savez que les conventions internationales l'emportent sur les lois internes. Bon. Et de toute façon, la loi interne, la loi de 1905, dit la même chose. Alors, donc, on a une définition de la laïcité qui est, comme le dit Jean Bobéro, qui est une laïcité falsifiée. C'est une laïcité dévoyée et qui amène, et ça c'est le deuxième point, la deuxième contradiction, si vraiment on prétend libérer les femmes musulmanes d'une oppression particulière dont elles seraient incapables elles-mêmes, qu'elles seraient incapables de percevoir, peut-être parce qu'elles sont trop bêtes, d'une oppression, eh bien, laissons-les faire. Laissons-les faire. Elles le feront. Donc on comprend très bien, on comprend très bien, Christine Delphy, que au fond vous dites, voilà, laïcité, féminisme, au fond ça n'a rien à voir, que la question c'est pas tellement de porter le foulard ou non, c'est de savoir si au fond les femmes qui le portent sont opprimées ou pas, et ça c'est pas finalement la même question. Mais comment est-ce que vous comprenez le fait que quand même, Christine Delphy, au sein de certains courants féministes, de certaines associations, eh bien il y a une difficulté, disons, avec cette question-là. Est-ce que vous voyez-vous une fracture, disons, plus profonde quant à la manière d'intégrer plus ou moins difficilement, en l'occurrence assez difficilement, les différences, disons, ethnico-religieuses dans les luttes féministes? Je ne suis pas sûre que ce soit des différences ethnico-religieuses. Elles prennent cette forme, c'est vrai, mais vous savez que très souvent, des conflits qui sont des conflits sociaux et des révoltes contre des oppressions sociales et économiques prennent des formes qui peuvent être ethniques ou religieuses. Elles prennent la forme qu'elles peuvent, hein. Elles s'expriment comme elles peuvent, ces révoltes-là. Moi, je vois, pour résumer ma position d'une façon drastique, je vois le port du foulard par ces relativement jeunes générations, qui sont des femmes descendantes d'immigrés nord-africains, comme non la continuation d'une tradition quelconque, parce que leur mère, la génération précédente, celle qui a immigré, ne portait pas ce foulard. Je la vois comme une revendication identitaire, mais pas d'une identité qui serait héritée, mais d'une identité de personne qui est discriminée, des personnes qui sont discriminées dans notre société. Et cette discrimination, eh bien, elle apparaît maintenant clairement, enfin ça fait des années que des chercheurs et des chercheuses travaillent là-dessus, nous en avons les preuves dans le taux de chômage des jeunes issus de, comme on dit, issus de l'immigration, qu'on appelle aussi des immigrés de la deuxième génération, ce qui montre bien que la société française ne veut pas les accepter, parce que qu'est-ce que ça veut dire des immigrés de la deuxième génération? On ne naît pas immigrés, ce sont des gens qui sont nés en France. Donc il y a un lien très clair entre l'obligation qui a été faite par l'Europe à tous les pays de lutter contre les discriminations raciales et le développement de cette campagne contre le port du foulard islamique. Parce que c'est... Oui. Vous restez avec nous, Christine Delphy, mais je pense qu'on a bien compris votre position. Elsa Dorlin, je voudrais vous entendre sur cette question qui est toujours sensible, on l'entend. Oui, non, mais après, il y a toute une partie du féminisme en France au moment des divers, ce qui sont maintenant les diverses affaires du voile, mais qui, au fond, datent y compris de la période de la colonisation. Donc, on en est à plusieurs affaires du voile, hein, comme on dit. Mais il y a eu quand même la réaffirmation d'une certaine tradition féministe française qui a partie liée avec
des positions colonialistes ou néocolonialistes. Et ça a été relativement bien montré et les prises de position, par exemple, de Christine Delphy ont fait apparaître aussi la nécessité pour le féminisme français de réfléchir à ses propres conditions d'énonciation et à ses propres généalogies et à l'idée selon laquelle, effectivement, considérer qu'il y aurait une bonne façon de se libérer, c'est une forme d'impérialisme, parce que c'est exactement la même rhétorique qui est utilisée, par exemple, par le gouvernement de Bush ou par le gouvernement, par exemple, ou de la présidence de Sarkozy pour aller libérer les femmes afghanes ou libérer les femmes libyennes. C'est exactement la même chose. Donc entre ces propos, enfin ces politiques impériales et certaines positions de certaines intellectuelles et politiques féministes françaises, il y a un rapport étroit. Christine Delphy, je voulais vous faire entendre, Christine Delphy, vous qui avez cofondé, bien sûr, les nouvelles questions féministes avec Simone de Beauvoir. Je voulais vous faire écouter un extrait de La Grande Traversée consacrée à Simone de Beauvoir qui avait eu cet été sur France Culture. Simone de Beauvoir, absolument. On est là dans sa période américaine. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la question du corps et il en est question là. Elle vient de débarquer, Simone de Beauvoir, aux États-Unis. Elle est alors éperdument amoureuse de l'écrivain Nelson Algren et il s'agit de cet épisode dans lequel on retrouve Art Shea, qui est à l'époque un jeune photographe qui s'était permis de prendre Simone de Beauvoir en photo sous sa douche à son insu, souvenez-vous. Il m'a demandé si je pouvais emprunter un appartement avec salle de bain. J'ai donc appelé une femme que je connaissais qui travaillait dans la publicité et vivait à Chicago. Et qui m'a laissé une clé. Je suis allé chercher Simone chez Nelson pour l'y emmener en voiture. On est entré et elle a pris sa douche. J'ai pris mon appareil photo avec moi comme d'habitude. Je me suis approché de la salle de bain. Et comme elle avait laissé la porte ouverte, je l'ai aperçue. Elle a entendu le déclic de l'appareil photo et je l'ai entendu dire « Ah, le vilain garçon !» Et puis elle a haussé les épaules, s'est retournée et a continué sa toilette. J'ai donc pris encore quelques photos pendant qu'elle était de dos. Est-ce que vous avez conscience d'avoir immortalisé une autre Simone de Beauvoir, la Simone de Beauvoir sensuelle, sexuelle et non la Simone de Beauvoir intellectuelle et philosophe? Elle était les deux à la fois. Et c'est bien pour ça que Nelson l'aimait. Extrait de cette grande traversée Simone de Beauvoir, absolument, qu'il faut réécouter et écouter si vous l'avez pas encore fait. Christine Delphy, vous l'avez probablement entendu, mais c'est intéressant effectivement cette attitude relativement, j'allais dire, détachée de Simone de Beauvoir qui se fait photographier nue sous sa douche, parce que quand on se souvient de la polémique qu'il y avait eu quand les photos étaient sorties de nombreuses années plus tard, ça avait été considérable. Et là, on se rend compte que finalement, c'est presque anodin pour elle, quoi. Elle hausse les épaules et sans plus, voilà, comme si elle assumait parfaitement cette nudité, cette féminité, Christine Delphy. Écoutez, moi je n'en sais rien de la réaction de Simone de Beauvoir. Là, ce qu'on a, c'est que le témoignage du photographe qui sait qu'il a fait un cliché tout à fait interdit, inconvenant. Et bon, il dit qu'elle a réagi de cette façon-là, mais... Nous n'étions pas là, je vous confirme. Comment le croire? Oui, bien sûr. Je n'étais pas là, vous n'étiez pas là, personne d'autre n'était là. En fait, ce qui est très intéressant, c'est le commentaire qui s'ensuit. Une Simone de Beauvoir sexuelle. Je vois pas ce qu'il y a de sexuel dans le fait d'être dénudé. Je veux dire, on se dénude pour prendre sa douche. Bon, alors moi, je dirais une Simone de Beauvoir propre, mais pas une Simone de Beauvoir sexuelle. Alors, évidemment, elle est sexuelle si on adopte notre vision patriarcale, sexiste de la sexualité, c'est-à-dire qu'une femme est sexuelle parce qu'elle est un objet sexuel. Mais pour moi, et pour les féministes en général, ce qui est sexuel, c'est d'être un sujet sexuel. Donc, elle n'est pas un sujet sexuel, elle n'est pas engagée dans une conduite, un comportement qui implique un désir de sa part pour une autre personne. Merci Donc, beaucoup. Je ne vois pas en quoi c'est sexuel. C'est entendu. Merci beaucoup, en tout cas, Christine Delphy, d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle quand même pour les auditeurs qui voudraient retrouver cette série Simone de Beauvoir absolument, qui est réécoutable sur le site de France Culture. On va s'intéresser à présent au féminisme islamique. On va retrouver Malika Hamidi. Bonjour Malika Hamidi.
Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice de l'European Muslim Network. Alors, d'abord, la formule, évidemment, féministe islamique, elle pose problème un peu à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux féministes et aux musulmans, parce que ces deux mondes, au fond, la considèrent comme opposés à leurs positions et idéologies respectives. Pourtant, il s'agit bien d'un activisme qui se défend qui défend le droit des femmes, en revendiquant, évidemment, un attachement à la religion, à la culture musulmane. Vous dites à propos de ce féminisme musulman, islamique, qu'il définit son identité en adoptant une double stratégie. D'abord, une stratégie qui consiste à proposer une interprétation, une réinterprétation aussi propre des textes dans une perspective féministe, et puis en développant un discours citoyen pour lutter contre toutes les formes de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a ces luttes, elles s'inscrivent dans ce double mouvement, Malika Hamidi. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vous remercie de cette invitation et je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir débattre de toutes ces formes de militantisme au féminin. Alors la question de la compatibilité entre féminisme et islam fait débat principalement, j'ai envie de dire, en France et en Belgique. Donc j'ai terminé une thèse sur... Vous êtes en Belgique, hein, Malika Hamidi, j'ai pas précisé, vous êtes en Belgique. Oui, je suis à Bruxelles, voilà, tout à fait. Enfin, j'ai un pied à Bruxelles et j'ai un pied à Paris encore. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que les débats interminables sur la compatibilité entre féminisme et islam, qui constitueraient deux champs conflictuels dans le domaine idéologique et politique, est véritablement ancré en contexte francophone, en contexte postcolonial. Quand vous allez aux États-Unis ou même en Angleterre, c'est intéressant de se rendre compte et de réaliser que la compatibilité, le concept ne fait pas débat. C'est tout à fait naturel de pouvoir revendiquer une égalité entre les genres à partir d'un paradigme religieux. Donc il faut vraiment préciser que c'est en contexte postcolonial, en France et en Belgique, principalement, voire au Canada, qu'on a du mal à imaginer une libération à partir d'un paradigme religieux. Donc ça, je tenais à le souligner. Aujourd'hui, vous avez effectivement, alors sur le terrain, des femmes qui s'engagent, alors pour une réinterprétation des sources scripturaires, une relecture de la jurisprudence islamique, mais ce travail-là, fait par des théologiennes, on ne peut pas dire encore qu'il est prégnant en France comme en Belgique. C'est-à-dire que des spécialistes théologiennes qui proposent des relectures des textes, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est encore très présent, même s'il y a effectivement les travaux d'Asma Lamrabet au Maroc qui a travaillé sur certains versets, etc. Mais on va dire que la lutte principale des femmes musulmanes qui acceptent le label de féministes musulmane, c'est une lutte qui s'inscrit plus sur le terrain sociopolitique, une lutte contre toutes les formes de discrimination, la discrimination à l'emploi, la discrimination à l'accès à la santé, au logement, etc. Mais aussi une lutte quand même qui s'inscrit aussi à l'intérieur des sphères musulmanes, une lutte contre les discriminations en intracommunautaire sur vraiment des questions d'ordre culturel. Nous ici en Belgique, on a encore des questions liées au mariage forcé, etc. Et là, effectivement, des femmes arrivent avec un argumentaire religieux pour contrer des interprétations misogynes et machistes sur les questions liées, par exemple, au mariage. Donc, c'est peut-être plus une lutte sur le terrain sociopolitique qu'une lutte en matière de réinterprétation des textes. Vous parliez, Malika Hamidi, vous établissiez une opposition entre l'espace francophone et les États-Unis. Amina Wadoud, qui est une professeure d'études islamiques à l'Université de Virginie, qui est l'une des figures de proue du féminisme musulman, même si elle refuse finalement cette étiquette de féministe, elle s'était rendue célèbre notamment en étant la première femme à diriger publiquement la prière devant des hommes. Écoutez Amina Wadoud. In Islam, there is no intermediary between any person and God. Dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre chaque personne et Dieu. Et par conséquent, chaque personne peut accéder à Dieu de la même manière, tandis que Dieu peut entrer en contact avec chaque personne. Bien sûr, on a refusé de reconnaître les femmes, parce que le patriarcat a contrôlé non seulement l'orthodoxie de la religion, mais aussi les coutumes et la culture. Et les femmes ont été reléguées au second plan. Et leur rôle a été entouré de tabous idéologiques. Le mouvement le plus dynamique, ce que j'appelle le féminisme islamique, conjugue à la fois l'islam et les droits de l'homme. Je pense que nous sommes tous témoins de l'affirmation de la participation des femmes et de l'intégration des voix, des perspectives et des expériences des femmes dans toutes les politiques, même dans la vie privée.
Voilà, Amina Ouadoud, c'était il y a 2-3 ans, mars 2012. Elsa Dorlin, alors c'est vrai, peut-être que, disons, aux États-Unis, la formule passe plus facilement féministe islamique, mais quand même, c'est une figure qui divise pas mal, je crois, aux États-Unis, Amina Ouadoud. Oui, bien sûr, parce que le débat... y compris dans les courants féministes, je veux dire. Bien sûr, mais là encore, je pense que il faut de nouveau faire cet effort de rappeler que le féminisme n'est pas du tout un mouvement social et historique monolithique. C'est-à-dire, vous avez vraiment des courants qui s'inscrivent dans des généalogies et des positionnements, des héritages politiques divers. Et rappeler, y compris les conflits au sein du féminisme, c'est pas pour le minoriser ou le stigmatiser, mais c'est au contraire pour montrer comment il a été aussi un laboratoire pour expérimenter un certain nombre d'idées et d'enjeux contemporains. Plusieurs féminismes, mais ça peut aussi rendre compliqué le deuxième outil, la deuxième stratégie dont je parlais tout à l'heure, Malika Hamidi, c'est-à-dire que l'autre dimension importante, c'est cette mobilisation transnationale, qui est une stratégie très importante pour permettre justement le développement du féminisme islamique. Là, je le mets au singulier. Vous dites que le transnationalisme, c'est devenu un outil de pouvoir. Quand on a comme ça des positions, des figures aussi marquées, aussi marquantes, ça peut devenir compliqué justement d'appliquer cette stratégie et d'imposer cette vision d'un féminisme islamique, Malika Hamidi. En quelques mots, je vous laisse 30 secondes, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Tout à fait, c'est que en fait toute cette génération, toute cette pléthore d'intellectuels féministes dites islamiques ou musulmanes. Alors simplement pour préciser, Amina Ouadoud au départ a refusé le label et puis ensuite elle est revenue sur cette décision en disant si cela permet de mieux comprendre la substance de mes travaux, alors j'accepte le label de féministe musulmane. Elle a compris que par stratégie, eh bien ça passait mieux dans le monde académique comme sur le terrain. Alors il y a une pléthore d'intellectuels comme Asma Barlas, Amina Ouadoud ou d'autres encore qui à un moment donné, il a fallu faire fusionner la théorie avec la pratique. Et c'est là où moi je parle effectivement de cette transnationalisation de la pensée féministe musulmane et je parle justement de l'émergence d'une sphère publique féministe musulmane où ces femmes ont utilisé les réseaux transnationaux pour diffuser sur le terrain une pensée qui paraissait très élitiste pour le terrain. Aujourd'hui, vous allez sur le terrain francophone, vous parlez d'Amina Ouadoud, d'Asma Barlas, de Rifat Hassan ou autres, on ne les connaît pas. Il y a le problème de la langue puisque ce sont des intellectuels qui ont produit pour la plupart en anglais et donc on se sent loin de la substance de cette pensée qui vraiment semble très très élitiste d'après mes recherches de terrain. Et c'est là où des femmes comme elle ont pu développer des réseaux comme Karama pour Aziz El-Hibri ou bien Sisters in Islam, etc. Ou Asma Lamrabet avec le réseau GRFI à l'époque qui était de diffuser, d'utiliser ces réseaux-là comme courroie de transmission de cette pensée qui semblait loin du terrain. En vulgarisant la pensée et en organisant sur le terrain des séminaires de formation pour toucher au plus près les femmes musulmanes qui sont touchées aujourd'hui par des pratiques discriminantes. Merci beaucoup Malika Hamidi pour d'avoir accepté notre invitation et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus. J'indique que vous aviez notamment écrit ce texte, Le féminisme musulman en Europe, activisme textuel et engagement transnational, qu'on peut retrouver dans cet ouvrage collectif Féminisme islamique au pluriel, qui était paru aux éditions La Fabrique. Un grand merci à vous Elsa Dorlin de nous avoir accompagnés ce matin. Vous, votre ouvrage, recueil de textes Black Feminism, anthologie du féminisme africain-américain 1975-2000 chez l'Harmattan. On mettra évidemment tout ça sur la page de Culture Monde sur le site de France Culture. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à vous.